Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très honoré d'avoir été invité à présenter cette plénière et puis un petit peu impressionné déjà par le public et puis aussi par le fait de passer après Catherine et Philippe. Alors, juste excusez-moi. Donc, je remercie Exercer, Xavier et puis tout le CNGE pour l'organisation du congrès qui nous permet de vivre des moments très riches. Donc je vais vous présenter un outil pédagogique qui s'appelle IJ. Alors j'ai souvent une question, c'est pourquoi ça s'appelle IJ? IJ, c'est une déesse grecque de la médecine préventive. C'est la fille de Asclépios, le dieu grec de la médecine, qui a six sœurs et puis 3 frères qui sont Panacée, et puis je connais pas les autres noms, mais on sentait qu'ils avaient une petite intuition de Marguerite des connaissances, qu'ils n'avaient juste pas bien visualisé les pétales, mais déjà il y avait quelque chose à l'époque. Donc on va laisser quelques instants de côté le thème des adolescents pour parler un petit peu de ce jeu vidéo, et on va y revenir ensuite puisque Philippe et Catherine m'ont permis du coup de construire le contenu d'un module qui est en accès libre avec eux et à partir de ce qu'ils ont présenté avant. Donc, bon, en même temps, le jeu vidéo, ça s'adresse un petit peu à l'adolescent qui est en vous. D'ailleurs, il y a 2 ans, il y a un article qui est apparu dans Exercer qui parlait d'un jeu vidéo qui s'appelle Fortnite, qui à l'époque posait quelques problèmes, peut-être vous connaissez. Parce qu'il était à la mode, là il est un peu moins à la mode, mais par exemple moi quand je faisais des interventions sur le sommeil au collège, il y avait plein d'adolescents qui disaient qu'ils se réveillaient la nuit pour jouer à Fortnite et tout ça. Et donc il y a un interne qui a décidé de faire sa thèse là-dessus il y a 2 ans, qui a fait une thèse qualitative, qui a interrogé les adolescents. Et en fait on retrouve plein d'avantages à ce jeu, notamment en termes de socialisation, de prendre de la distance par rapport à son milieu familial, etc. et à s'éloigner un petit peu du phare dont on parlait. Donc les jeux vidéo, c'est un outil qui a 2 facettes et qui peut permettre le meilleur comme le pire, comme le rap et beaucoup d'autres choses. Je vais aussi essayer de parler au médecin qui est en vous et qui a entendu les présentations de Catherine et Philippe et qui a peut-être mémorisé des choses sur lesquelles on reviendra. Et puis aux pédagogues, maîtres de stage ou autres, qui peut-être s'inspirera un petit peu de l'approche qu'on a eue pour développer ce support pédagogique. Donc je m'appelle Louis-Baptiste Jaunet, je suis médecin généraliste à Montreuil en centre de santé et chef de clinique des universités à l'Université de Paris. Je suis président de la société IJ Production, donc j'ai un gros lien d'intérêt affectif et financier avec ce que je vais vous montrer. Donc je vais vous présenter dans un premier temps la problématique de la formation continue, puis la démarche d'élaboration du jeu vidéo et son évaluation, et enfin on va y jouer ensemble. Donc la formation continue, vous connaissez aussi bien que moi les problèmes, c'est qu'il y a un gros volume de recommandations, surtout en ce moment, que ces recommandations, on peut se poser parfois des questions sur les biais, sur leur financement, etc., que la méthode pour en prendre connaissance, c'est la lecture, et que cette méthode-là, on sait qu'elle permet une faible mémorisation à long terme, et qu'il peut être difficile parfois, après avoir lu un article, de l'appliquer à la consultation, même la consultation d'après. Et puis on a une pratique professionnelle intense qui fait que on n'a pas forcément beaucoup de temps à consacrer à notre formation continue, et pas toujours de la motivation. Donc à partir de ces problèmes, on a identifié 3 enjeux, qui étaient de trouver des synthèses pertinentes et fiables, de permettre un apprentissage efficace et qui soit agréable et stimulant. Pour répondre à ces enjeux, pour celui des synthèses pertinentes et fiables, on s'est tourné vers des revues qui fournissent des synthèses indépendantes de l'industrie pharmaceutique. Pour la première version de IJ, c'était Minerva, qui est une revue belge, et Prescrire, que vous connaissez, qui sont Prescrire financé par les souscripteurs et Minerva par le gouvernement belge. Et puis pour la deuxième version, on s'est basé sur du contenu qui nous est apporté par le CNGE et Exercer, qui sont aussi
financé par les souscripteurs. Pour ce qui est de la question de l'apprentissage efficace, on s'est tourné vers les sciences de l'éducation, notamment la pédagogie des adultes, l'andragogie, qui invite à définir des objectifs pédagogiques clairs qui sont en lien avec l'expérience professionnelle, donc de l'apprentissage basé sur le problème, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans notre pratique, c'est surtout des consultations, on répond aux questions des patients. Et puis ces réponses, on a voulu qu'elles soient en texte libre, c'est-à-dire que c'est des questions ouvertes que pose le jeu, c'est pas des QCM. Et puis on permet des échanges entre apprenants dans une perspective socio-constructiviste. Donc ça, ces enjeux-là, vous les connaissez bien, c'est un petit peu quelque part les enjeux de la simulation médicale. L'originalité d'IJ, c'était plutôt pour répondre au troisième enjeu, et c'est un peu la même façon qu'a eu Philippe d'enrober son contenu par du rap. Nous, on a choisi de se tourner vers le milieu des jeux vidéo, et qui commence à être un petit peu formalisé au travers d'un concept qui s'appelle la ludification ou gamification en anglais, et qui invite à du coup transformer le contenu en une expérience métaphorique, ici aussi avec un scénario, des personnages imaginaires, et donc on se permet à ce moment-là de créer des points, des niveaux, une progression imaginaire, des graphismes, et puis même d'utiliser l'humour. Donc la première version, elle a été développée en 2017, dans le cadre de ma thèse de médecine. Ça a été développé sans financement à l'époque. J'avais trouvé par hasard un développeur qui avait 15 ans, qui était au lycée, un adolescent, et qui a développé le jeu gratuitement. Et puis, donc on a envoyé ce jeu dans le cadre d'un essai randomisé à plus de 100 médecins généralistes, et qu'on a donc randomisé versus la lecture d'articles. On leur a envoyé des synthèses sous format PDF ou le jeu. Et donc on a montré qu'à long terme, les gens qui retenaient plus les connaissances, c'était ceux qui avaient joué au jeu. Et peut-être de façon plus significative encore, à un mois après avoir arrêté d'avoir accès au support, ils étaient 3/4 à peu près à avoir utilisé les connaissances apprises en consultation dans le groupe qui avait joué au jeu, pour la moitié dans le groupe qui avait lu les articles. Donc il semblerait que ça permettait de plus transférer les connaissances apprises vers une utilisation en pratique. Et puis en termes de satisfaction, il y avait 87% des médecins qui disaient que le jeu présentait un intérêt pour l'actualisation de leurs connaissances médicales. Au niveau qualitatif, c'était pour les aspects ludiques, l'apprentissage efficace, et en gros. Donc pour discuter un petit peu ces résultats et cette approche qu'on peut avoir du coup peut-être en tant que pédagogue, elle se situe dans un paradigme qui est un peu novateur, qui dénote un peu avec ce qu'on fait d'habitude quand on veut faire une formation, qui est que souvent on va se tourner vers l'objectif pédagogique. Donc on va avoir une conceptualisation centrée sur un objectif, en conception, une image un peu de ça, un peu péjorative, c'est l'usine à la chaîne. On va vouloir faire un produit, et donc du coup on va faire un process avec un cahier des charges pour aboutir au produit. Dans la ludification, on va utiliser une autre approche qui est celle des jeux vidéo, mais qui était celle aussi de la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, qui est une conceptualisation centrée sur l'expérience de la personne qui va accéder à la formation. Et donc en premier, on va se poser la question, qu'est-ce que cette personne va vivre comme expérience? Et ensuite, on va mélanger les deux, et on va essayer de garder à la fois l'objectif pédagogique et puis une expérience qui permette, qui fasse que l'apprenant il va avoir envie de venir, en fait. Comme dans un jeu, il va le faire librement. Un exemple illustre de ça, c'est que il y a eu un jeu qui a été fait pour replier des protéines à travers les contraintes moléculaires de repliement des protéines. Et donc il y a plein de gens à travers le monde entier qui ont joué, et ça a permis de trouver une nouvelle cible pour un inhibiteur de protéase du VIH. Donc il y a une publication dans PLOS ONE, et certains auteurs de la publication sont simplement des joueurs qui ont joué au jeu. Donc ce concept-là, il a été modélisé notamment par un auteur qui s'appelle Yu Keishu, et qui a donné 8 moteurs motivationnels qu'on peut utiliser quand on veut faire une expérience qui soit centrée sur l'apprenant.
Donc, par exemple, en tant qu'apprenant, vous allez arriver soit dans un jeu, soit dans une formation. Et peut-être une chose que vous allez vous demander en premier, c'est quel est le sens de ce que vous allez faire. Par exemple, dans les jeux vidéo, ça va être sauver le monde, sauver une princesse, ou dans les formations, améliorer les pratiques médicales, etc. Il y a un autre moteur qui est se sentir progresser dans la formation. Ça, dans les jeux vidéo, c'est les points, les niveaux d'expérience. Il y a un autre moteur qui est se sentir autonome, pouvoir faire ses choix. Par exemple, des jeux qui utilisent ce moteur-là, ce sont les Lego, qui fournissent du coup des pièces avec lesquelles on peut faire un vaisseau spatial, une pyramide ou autre. Il y a un autre moteur qui est utilisé, qui est le fait de repartir avec quelque chose, posséder un objet en rentrant chez soi. Il y a le moteur des interactions sociales qui nous fait notamment venir à ce congrès. Il y a l'impatience de quelque chose qui est inaccessible et auquel on veut trouver un moyen d'accéder. L'imprévisibilité, un peu comme dans les roues de la fortune. Et puis à la fin de la formation, on vous dit êtes-vous sûr que vous voulez quitter cette formation, vous allez perdre toute votre progression, et là vous questionnez sur est-ce que finalement vous ne voulez pas rester. Donc il y a une nouvelle version qui a été développée du jeu, cette fois-ci sur un modèle commercial parce que c'était compliqué de faire autrement. Et pour l'instant, il y a 3 modules qui ont été développés. Celui en accès libre qu'on va tester juste après. Un sur le diagnostic et le traitement des angines et rhinopharyngites. Et puis un qui permet de devenir investigateur de recherche clinique certifié. Et il y en a un qui va sortir très prochainement sur la décision médicale partagée, le dépistage du cancer du sein. Donc ça, c'est les références, notamment sur le jeu, sur IJ et puis la ludification. Et donc je vais vous proposer de jouer en sortant votre téléphone portable. Donc il y a 3 moyens d'y accéder. Soit vous scannez le QR code si ça marche. Donc pour ça, il suffit de sortir votre appareil photo et de pointer vers le QR code qui est là. L'autre moyen, c'est de taper l'URL demo.ij-production avec un s.fr. Et le dernier moyen, c'est de prendre en photo la diapositive et de le faire plus tard. Donc je vais vous laisser quelques minutes pour faire ça avant d'aller dessus. Vous allez arriver normalement sur une page où vous allez pouvoir choisir un pseudo. Donc là on a le choix entre le mode jeu et le mode linéaire. Le mode jeu, du coup, on peut faire des choix, on a un scénario. Dans le mode linéaire, c'est un peu plus comme les formations en ligne traditionnelles, tout est plus ou moins imposé et linéaire dans les choix. Donc si vous choisissez le mode jeu, on va vous dire que vous semblez curieux. Et vous allez accéder à l'histoire. Donc, vous avez un rendez-vous de téléconsultation prévu avec une jeune adolescente de 14 ans qui s'appelle Patty House. Elle est accompagnée par son père, Monsieur House. Après, vous avez un tutoriel qui vous montre un petit peu comment jouer. Donc, en fait, vous allez avoir plusieurs types d'activités que vous pourrez choisir, qui vont vous permettre de gagner des points d'expérience. Ces points d'expérience, ça va vous permettre de passer des niveaux et d'accéder à des problèmes de complexité croissante. Et puis vous pourrez consulter les réponses détaillées, argumentées aux questions. Et dans un espace commentaire, vous allez pouvoir réagir aux questions et discuter avec les commentaires des autres joueurs. Donc on va aller déclencher la téléconsultation. Donc voilà Monsieur House qui vous amène sa fille. Il a vu que vous étiez nombreux. Alors, du coup, à votre avis, il faut demander avec qui il faut clarifier le motif de consultation, avec la mère de Patty, avec le père de Patty, Monsieur House, ou avec Patty directement. Alors, qui vote pour la mère de Patty? Ok. Qui vote pour le père? Ok. Et qui vote pour Patty? Personne. Enfin, 2, 3, si, là-bas. Ouais, on voit pas très bien. Et donc, c'était bien la mère de Patty, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la présentation de Philippe.
Et c'est en fait clarifier le motif avec la personne qui est à l'origine de la prise de rendez-vous, pour éviter qu'il y ait, que l'adolescent pense qu'il y a qu'on lui cache quelque chose qui a été vu plutôt entre adultes. Donc là, vous gagnez des points de compétence, et puis vous pouvez ici accéder du coup à la réponse détaillée, dans laquelle vous voyez un extrait de la source, donc de l'article de Philippe, et puis vous aurez accès à l'article directement. Et en dessous, vous pouvez mettre un commentaire, par exemple, je ne suis pas d'accord avec cette question, elle ne correspond pas à telle autre référence, ou des choses comme ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je voulais aussi remercier les personnes qui font vivre ce projet, qui sont ici, notamment au premier rang, Nicolas Paris et Alexandre Capier. Si vous voulez, vous pouvez monter ou vous présenter. Combien ça coûte, demande Philippe. J'ai une question, combien ça coûte? Un module? Oui, voilà, je voudrais développer un module tout à fait intéressant, pertinent, adapté. Ce téléphone, allô, Iji, combien il te faut pour, et combien de temps et combien d'argent il te faut pour, voilà. Tu peux faire ça pour Noël? Dans ce cas-là, je vous passe le référent financier. Et il vous répondra autour d'un café à la pause. C'est ça, on peut prendre rendez-vous quand vous voulez. Ah voilà, donc c'est mystérieux. Non, ça l'est pas. En fait, ça dépend. Effectivement, on a commencé le travail avec l'équipe du CNGE. Systématiquement, il y a une réunion pour cadrer en fait la quantité de contenu nécessaire, ce que vous souhaitez, et c'est des choses qui sont très. Il y a beaucoup d'allers-retours. On rediscute ce qu'on veut mettre dans le contenu, et donc tout est assez transparent et construit au fur et à mesure. T'as pas une fourchette? Moi, je te dis, mon film, il m'a coûté 40 000 €. Eh ben, nous, une formation de 3 heures, on est entre 7 et 10 000 €. 7 et 10 000 €. Et 8 000. Oui. Et 10 000. 7 et 10 000. En fonction de, effectivement, en fonction de ce que vous souhaitez. Okay. Ça donne une idée. Merci. Alors, on ne l'a pas dit, mais l'idée, c'est de transformer le test de lecture avec IJ pour avoir un côté agréable, presque addictif. Voilà. Donc, compte tenu du coût, bien sûr, et pour une revue indépendante, on a démarré autrement par des formations avec CNGE Formation pour le DPC. Et on espère que bientôt, on pourra vous proposer un superbe test de lecture par IJ. Voilà. Merci Louis-Baptiste de cette présentation d'IJ. On voit bien que la question, c'est acquérir des compétences, des connaissances surtout, par le biais du jeu, le jeu étant un élément activateur de rétention, de mémoire et une technique cognitive pour mieux retenir. La question qu'on a avec nos internes, elle n'est pas tant de l'acquisition des connaissances et des compétences que cette réflexivité. Alors, d'aller chercher justement en situation des références, des contenus pour améliorer leurs compétences. Donc ma question, est-ce qu'on peut concevoir un jeu autour de la réflexivité? C'est-à-dire que pas sur des contenus déjà établis, pas sur des références connues, mais une situation où on les amène à aller rechercher des bonnes références, par exemple. Oui, donc en effet, c'est centré plutôt sur les connaissances. La réflexivité, elle arrive dans le jeu, par exemple, quand on répond une réponse fausse à une question. Et donc là, ce qui se produit, c'est ce qu'on appelle un conflit cognitif, c'est qu'on arrive sur une autre réponse et le jeu dit qu'on n'a pas répondu de façon exacte. Et donc c'est là qu'on commence à se dire comment ça, je comprends pas. Il y a même dans la première version des commentaires du coup énervés de gens qui sont pas du tout d'accord. Et donc c'est là que quelque chose se passe au niveau de la réflexivité. On va aller rechercher ces référentiels qui peuvent être différents de ceux de la formation. Et finalement en médecine générale, il
n'y a jamais un référentiel qui détient toute la vérité. Donc du coup, c'est le moment où on peut mettre un commentaire pour dire qu'on n'est pas d'accord. Ensuite, notre but, c'est d'aller de plus en plus loin dans la complexité au niveau de la réflexivité, notamment dans le module qui va sortir bientôt sur le dépistage organisé du cancer du sein. Au début, le genre, il est invité à revenir sur une situation qu'il connaît, enfin qu'il a vécue, où il s'est posé, qui était problématique pour lui. Et tout autour du module, ça va être comment... grâce au module, il peut se poser des questions sur cette situation et peut-être progresser. Donc, après, il y a sûrement d'autres moyens pédagogiques d'aller plus loin dans la réflexivité. Et après, l'expérience un peu métaphorique et l'histoire aussi, ça peut peut-être permettre de se déplacer un peu de son cognitif, comme dans le rap tout à l'heure, et du coup de réfléchir différemment. On l'a fait, Henri, hein. Dans le module angine, on a une question où le médecin va en visite à domicile pour une angine. Ça crée un certain conflit cognitif dans pas mal d'entre nous en ce moment-là. Mais ça aborde le biopsychosocial. Voilà. Et pour surdiagnostic et cancer du sein, je ne te dis pas les conflits cognitifs. Là. C'est la dernière question.